complexité, que grosso modo, il s'agit plus ou moins d'un affrontement entre l'armée rouge, donc soviétique, et les forces blanches qui souhaitent rétablir un régime bourgeois ou plus libéral. Toujours est-il que la plupart des masses paysannes et ouvrières de la Russie rejoindront le camp donc, de l'armée des Rouges, et finalement, après un immense effort entre 1910 et 1919, ils sortiront vainqueurs, et le pays sera dans un tel chaos qu'il mettra de nombreuses années à se remettre. Et Lénine, toujours dans sa volonté d'exporter la révolution bolchevique dans les pays d'Europe, va vouloir l'exporter jusqu'en Allemagne. Et pour ce faire, il décide d'écraser la Nouvelle-Pologne, fraîchement donc, ressuscitée. Alors, ça va donner lieu à ce qu'on appelle la guerre soviéto-polonaise, qui n'est pas très connue, qui a lieu entre 1919 et 1920, et qui pourtant est très, très importante d'un point de vue stratégique, parce que les soviétiques souhaitant donc exporter la révolution vont marcher, tandis que donc vers Berlin, tandis que les Polonais vont vouloir ressusciter ce qu'on appelle la Grande Pologne. Et d'ailleurs, à cette occasion, ils vont déclarer la guerre à la Lituanie et à l'Ukraine pour récupérer les territoires polonais, et enfin à l'URSS. Donc la guerre soviéto-polonaise va être séparée en quelques phases. Je vais juste vous parler de la phase où les troupes soviétiques, après avoir remporté de grandes victoires en 1919, marchent sur Varsovie en 1920. C'est alors que Piłsudski, donc l'homme fort de la Pologne, décide de rameuter tout ce qu'il peut devant Varsovie pour sauver finalement la nation polonaise de la révolution. Donc c'est ce qu'on les Polonais d'ailleurs appellent le miracle de la Vistule. Donc la Vistule, c'est le nom d'un fleuve qui est en Pologne, qui est devant Varsovie, et finalement ils vont réussir à vaincre l'armée rouge. Il n'y a donc pas de révolution jusqu'en Allemagne, et ils vont réussir à les repousser jusqu'à la ligne verte que vous voyez ici, et qui sera donc la future frontière entre les deux belligérants. Alors évidemment, personne ne sera content, et ce sera d'ailleurs l'une des principales sources de contentieux de l'après-guerre, et qui motivera d'ailleurs l'URSS en 1939 à se partager la Pologne avec le Troisième Reich. Et toujours dans cette même veine, je vous ai parlé tout à l'heure des combinaisons de l'Empire ottoman, ça allait beaucoup plus loin que ça. Donc au-delà de l'accord Pico-Saxe, il y a ce qu'on appelle le traité de Sèvres, qui est signé le 10 août 1920 entre le sultanat ottoman et les puissances alliées. C'est en fait un véritable dépeçage de l'Empire ottoman et de la Turquie, comme vous voyez ici sur la carte, où les Français, les Arméniens, les Italiens, les Grecs se partagent donc l'Anatolie. Mais un homme va se soulever contre ce traité de paix assez infamant. Donc, vous connaissez sûrement Mustafa Kemal, qui n'a pas encore le nom d'Atatürk, qui est donc un militaire de l'Empire ottoman, qui va prendre les armes contre le sultan et contre tous les alliés, et va les battre un par un. Et on va dire la phase la plus importante de ce qu'on appelle les guerres kémalistes, c'est la guerre gréco-turque, cette guerre qui va durer jusqu'en 1923, où les troupes turques réussissent à abattre définitivement les troupes grecques qui s'étaient installées du côté de Smyrne. Et cela va donner lieu donc, à des immenses exactions et des millions de morts. En effet, les Turcs souhaitaient définitivement un État national homogène, et cela va donner lieu à de nombreux exodes de population. C'est-à-dire que les Grecs qui s'étaient installés depuis déjà des millénaires sur le littoral de l'Anatolien vont devoir être contraints à l'exil. C'est d'ailleurs surnommé à Athènes la grande catastrophe. Et dans le même sens, du côté grec, des millions donc, de musulmans et de Turcs qui s'étaient surtout installés en Thrace vont devoir revenir en Anatolie. Et finalement, les Turcs qui donc, ont réussi à gagner donc, leur guerre signent le traité de Lausanne en 1923, ce qui définit les frontières de la Turquie moderne telles qu'on les connaît aujourd'hui, à l'exception ici du Sandrat d'Alexandrette qui est alors occupé par les Français qui leur sera rendu en 1939. Alors tout ça c'est pour vraiment vous dire que la guerre ne s'est vraiment pas du tout achevée comme vous pouvez le penser en 1918, mais qu'il y a eu de nombreux conflits qui ont ensuite continué à perdurer en Europe et qui ont été finalement des conséquences stratégiques majeures dans la situation géopolitique qu'on connaît encore de nos jours.
Donc voilà à peu près un petit résumé de ce qui se passe. Évidemment, c'est tellement complexe, il y a eu tellement d'autres guerres que c'est très difficile de donner une liste exhaustive de ce qui s'est passé juste après 1918. Alors, bon, évidemment, comme j'ai toujours tendance à faire dans mes conférences, j'aime bien conseiller quelques livres et quelques films, sauf que là, le sujet est tellement dense qu'il existe tellement de livres, de films, que je vous conseille seulement ceux que j'ai le préféré. Donc, la Première Guerre mondiale a deux gros volumes des éditions Larousse, édition 1968, mais ça peut paraître vieux, mais c'est franchement jamais inégalé, j'ai jamais vu ça. C'est deux énormes bouquins qui ont une énorme masse d'informations, de photographies surtout, et qui relatent tous les événements de cette Première Guerre mondiale. Un peu plus récent, un peu plus proche de nous, il y a un auteur que j'aime beaucoup, donc Michel Goya, qui a écrit aussi un livre sur l'armée française, comment l'armée française a gagné la Première Guerre mondiale en 1918, et qui s'appelle Les Vainqueurs, et qui est sorti en août 2018. Alors après, si vous préférez regarder des films, il y en a tellement également que c'est difficile à trouver son compte. Moi j'aime beaucoup Laurence d'Arabie, parce qu'il décrit la révolte arabe, du coup, en 1917, et le Capitaine Conan, qui est l'histoire de soldats de l'armée française d'Orient, sur le front donc, des Balkans, que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc l'expédition de Salonique, qui est donc un immense succès stratégique. Et si vous préférez les musées, les expositions, il y a une très bonne exposition actuellement au musée de l'armée, aux Invalides donc, sur ce qui s'est passé juste après donc, la Première Guerre mondiale, donc ça s'appelle 1918-1923, à l'Est, la guerre sans fin, et qui finalement a condensé de à peu près de tout ce qui s'est passé dans les nouveaux pays formés par la décomposition de l'Empire austro-hongrois, allemand et russe, et également ottoman, et toute la géopolitique qui en a découlé. Donc merci beaucoup de votre attention, et maintenant je suis tout oui pour vos questions. Alors les questions, comme d'habitude, la première est toujours difficile. Voilà. Merci Catherine. Une question. Et les Japonais dans tout ça, ils ont fait quoi? C'est une très bonne question. Les Japonais vont rejoindre en fait, le camp allié dès 1914, en espoir de récupérer les comptoirs commerciaux allemands qui étaient en Chine, et aussi, quelque part, commencer à s'emparer discrètement de territoires chinois. Et surtout, ils ont eu l'ambition de se tailler un véritable empire dans les steppes de Sibérie. Ça, c'est pas très connu. C'est une guerre qui a lieu juste après donc, la guerre civile russe, où les Japonais vont essayer donc, de créer une sorte d'état client à leur solde, donc dans la Sibérie, donc de Vladivostok jusqu'au lac Baïkal. Mais ils vont être complètement anéantis par l'armée rouge en 1920. Et finalement, de ce qui en découle, c'est que les Japonais vont sortir donc fortement amers de cet échec. Ils vont s'aliéner l'opinion britannique, et ça amorce déjà le retournement d'alliance qui est de l'entre-deux-guerres, où le Japon va finalement se tourner après, plus tard, vers l'Allemagne et les puissances de l'Axe. Mais le Japon représente à peu près le vainqueur à moindre frais à l'issue du traité de Versailles, puisqu'il récupère un certain nombre de comptoirs allemands et leur donne donc des passes fortes pour une future conquête de la Chine. Je vais rebondir un peu sur le même endroit, enfin pas le même endroit, mais le même pays. Vous n'avez pas parlé de la manière dont les puissances occidentales ont voulu intervenir dans ce qui s'appelait à l'époque l'URSS. C'est vrai. Quelques mots. Alors, au moment où la guerre civile russe éclate, les Alliés donc, voient d'un très mauvais œil donc, cette révolution bolchevique et soutiennent par tous les moyens les armées blanches. Ça va se traduire donc, par des expéditions anglaises dans les ports de Mourmansk et d'Arles anglaises, qui sont au nord, dans la mer de... Ah, je me souviens plus du nom, excusez-moi, mer de Kola, je crois. Et surtout les Français, qui vont également intervenir en Crimée. Ça, c'est pas trop connu non plus, en 1919-1920. Et finalement, les Alliés, voyant l'échec des armées blanches, et à leur tour défaits par les armées rouges, vont finalement abandonner le terrain et revenir sur des positions, donc dans le cas de l'armée française qui est venue faire une expédition en Crimée, va se replier à Constantinople. Après voilà, c'est vraiment
c'est vraiment un chaos total, la guerre civile russe. C'est très compliqué de savoir à peu près qui est qui. Mais grosso modo, les Alliés ont essayé de rétablir un front à l'Est contre les Allemands en soutenant les armées blanches. Mais ça ne marche pas. Je pense que tu as répondu à toutes les questions. Enfin, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres encore. Ah, voilà. Je voulais savoir, la Légion étrangère, quel rôle a-t-elle joué durant la Première Guerre? Elle est engagée comme toutes les autres unités françaises sur les différents fronts auxquels participent l'armée française. Elle a brillé comme toutes les autres et s'est battue comme toutes les autres. Il n'y a pas eu de rôle spécifique à la Légion? Pas à ma connaissance, mais ils ont été engagés comme tout le monde sur les fronts. Après, je ne connais pas dans le détail les faits d'armes de la Légion étrangère durant la Première Guerre mondiale. Je suppose qu'il y a dû avoir des coups d'éclat, mais sinon ils ont été engagés comme tout le monde à ce moment-là. On parle souvent du délitement de l'Empire austro-hongrois, mais est-ce qu'il y a eu un risque au niveau de l'Allemagne? Est-ce qu'il y a eu des régionalismes, des identités régionales qui ont voulu sortir du lot, ou ils avaient réussi à tout effacer Alors non, il n'y avait pas vraiment de régionalisme à part entière. C'est surtout une révolte entre guillemets socialiste et communiste qui éclate, qui après plus tard des coups de force des corps francs et de l'extrême droite qui fera plusieurs couches en 1920 en 1923. Il n'y a pas de tentative sécessionniste, en tout cas à ma connaissance, en Allemagne. Et globalement, non, le pays restera relativement bien unifié, mis à part le fait qu'on va lui couper l'accès avec la Prusse orientale à ce qu'on appellera plus tard le couloir de Danzig. Et peut-être, à la limite, l'Allemagne a connu un conflit de très grande importance entre 1923 et 1925 avec les Français, qui refusaient, donc les Allemands ont refusé de livrer le charbon et les réparations qui leur étaient dues avec le traité de Versailles. Et donc les Français vont occuper militairement la Sarre et la Ruhr. D'ailleurs, les Français, à l'issue du traité de Versailles, voulaient voir la Sarre rattachée à la France. Et bon, évidemment, les Anglo-Américains vont tout faire pour en empêcher. Après, de là à imaginer un séparatisme au sein de l'Allemagne, non. Le pays sera globalement assez homogène quand éclate le Second Reich. Après, c'est vraiment une des idées politiques qui est divisée. On a beaucoup parlé des tirailleurs sénégalais. Il y avait quoi d'autre comme armée de sources venant de nos colonies, justement, de l'époque? Donc il y a effectivement les tirailleurs sénégalais, finalement tous les contingents qui viennent de ce qu'on appelle à l'époque l'Afrique noire, également les troupes qui viennent donc du Maghreb, mais également d'Indochine et des autres colonies. Alors c'est pas toujours des soldats, c'est aussi des travailleurs qu'on amène pour remplacer la main-d'œuvre qui alors a paix sur le front. Notamment c'est le cas pour les Indochinois. Après, oui, tout l'empire colonial a été mobilisé dans la Première Guerre mondiale aux côtés de la France, et c'est pareil pour les Britanniques, avec leur colonie, leur Commonwealth, où de nombreux Canadiens, Australiens sont également présents sur le front français et sur les fronts périphériques. Donc vraiment, ça joue une première importance, les colonies. Et surtout, ils participeront à l'invasion des colonies allemandes, donc le Togo, le Cameroun, la Namibie, et l'échec en Afrique orientale. Merci beaucoup, merci surtout à Loan d'avoir préparé cette conférence, d'avoir répondu à toutes les questions, de maîtriser complètement le sujet de la conférence et bien au-delà. Voilà. Je peux donner déjà des prochains rendez-vous. Oui. Par exemple, une conséquence directe de la Première Guerre mondiale, c'est le traité de Versailles. Là, on a le vendredi 28 juin.
salle est déjà retenue pour une conférence par Loan pour parler de ce traité de Versailles. On verra ça. Tu me l'as promis. Voilà. Et 30 janvier, voilà, le sujet est encore en gestation. Voilà. Donc si vous avez aimé, ne manquez pas ces rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Plus.